Bonjour à tous, nous avons organisé une table ronde sur le thème « Va-t-on brûler le code du travail ?» L'objectif était de comprendre avec 4 spécialistes du sujet, 1. Pourquoi on veut réformer le droit du travail, et 2. Quel va être le contenu et les orientations qui sont prises par la réforme aujourd'hui. Le premier de nos intervenants était Hubert Flichy, fondateur du cabinet Flichy Granger Associés, qui est une des références en droit social. Ensuite, nous avons reçu Emmanuel Barbara, qui est la managing partner et la responsable du droit social du cabinet Auguste et Debussy, qui est un des principaux cabinets d'affaires français. Comme troisième intervenant, nous avons eu Cyril Com, qui est directeur du bureau français de l'Organisation internationale du travail. Et enfin, notre quatrième intervenante était Aude Courmont, qui est chef de la rubrique Actualité aux liaisons sociales quotidiennes du groupe L'Ami. Alors bon visionnage à tous et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour accéder à plein d'autres vidéos. Pour une première question, je voudrais demander à Aude Courmont qu'elle nous explique un petit peu le déroulé de la réforme et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et où en est aujourd'hui la réforme du droit du travail. Alors l'origine de la réforme et où on en est. Alors je vais dire juste où on en est, je vais commencer par la fin, puisque c'est assez simple. Actuellement, donc le projet de loi a été déposé au Conseil des ministres le 24 mars dernier. Il va être étudié en séance publique début mai par l'Assemblée nationale, après par le Sénat, alors fin mai, début juin, pour une adoption définitive par le Parlement, mi-juillet. Enfin, le gouvernement espère une publication de la loi mi-juillet. Généralement, donc là, il n'y aura qu'une lecture, puisqu'il y a une procédure d'urgence qui a été déclarée. Donc, dans ce cas-là, il n'y a qu'une lecture en Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça raccourcit le délai d'examen devant le Parlement. Alors le timing, à mon avis, va être respecté, puisqu'il y a eu la loi Rebsamen sur le dialogue social l'année dernière qui a été présentée un petit peu plus tard et ça a été publié le 17 août 2015. Alors concernant l'origine de la loi, en fait il y a eu plusieurs rapports qui ont été commandés par le Premier ministre. Il y a eu plusieurs constats. Le monde du travail change. Il y a eu des transformations, le numérique, la mondialisation, et on s'aperçoit que le droit du travail est inadapté à certaines situations. Donc il y a eu une volonté d'adapter les règles au niveau de l'entreprise. Donc il y a eu un rapport qui a été commandé à Denis Combrexel, l'ancien directeur général du travail, qui a remis en septembre un rapport et qui préconisait plusieurs pistes, dont de revoir la nouvelle architecture du Code du travail, ce qui a été repris dans le projet de loi. Le gouvernement a repris la réécriture du Code du travail, donc à 3 étages, l'ordre public social, ensuite ce qui est ouvert à la négociation collective et les règles supplétives, c'est-à-dire celles qui seront applicables en l'absence d'accord. Donc comme je disais, c'était une préconisation de Jean-Denis Combrexel. C'est un travail de réécriture qui se fera sur 2 ans, sauf sur la partie durée du travail qui est intégrée dans le projet de loi, et une petite partie aussi sur licenciement économique. Et ce comité qui sera chargé de la réécriture sur 2 ans se basera des 61 principes essentiels du droit du travail, donc qui ont été recensés par le comité Banater. Après, faire d'historique... Non, on va peut-être demander à Hubert Flichy pourquoi, à votre avis, on a voulu réformer le droit du travail et pourquoi le gouvernement s'est lancé dans cette réforme. Quel objectif derrière, finalement? Je crois qu'il y a quand même un objectif politique assez fort, c'est que depuis plusieurs années, il y a un thème récurrent qui est de dire, après tout, est-ce que le problème de l'emploi que nous avons en France ne vient pas en partie du Code du travail? Je crois qu'à ce niveau-là, il y a d'ailleurs pas mal de fantasmes et d'images un petit peu trop faciles, et même si depuis longtemps, avec d'autres, on préconise bien sûr une simplification du Code du travail, on n'a jamais été, bien entendu, à soutenir qu'il fallait faire disparaître. Quand je dis il y a longtemps, je me souviens, ça fait pas mal d'années, je faisais partie de la commission de Virville qui avait déjà été nommée, désignée, pour essayer de simplifier le code
parce qu'on avait remarqué, c'est une image assez facile, que le Code du travail, si vous prenez le Code du travail suisse, il fait quelques pages, et le Code du travail français qu'Emmanuel a toujours à côté d'elle, parce qu'elle ne vit pas sans son code, est devenu beaucoup plus volumineux. Quand je dis que c'est des fantasmes, c'est qu'il y a des exagérations. On vous présente un code qui est très... Mais si vous retiriez de ce code déjà toute la partie concernant, par exemple, la sécurité au travail, qui est un sujet important, enfin, dont peu de gens ont l'occasion de se servir tous les jours, et qui n'est certainement pas la partie du code auquel on fait référence lorsqu'on parle des difficultés de l'emploi en France, vous auriez un code bien plus allégé que ça. Mais bref, je crois que la vraie motivation, ça a été de se dire que la complexité du droit du travail commençait à être dangereuse, faisait peur, et que les entreprises hésitaient à embaucher parce qu'elles craignaient le code du travail. Et c'est vrai, et je pense qu'Emmanuel à côté de moi et Cyril aussi, qui l'un et l'autre pour des raisons différentes et qui sont assez tournés vers l'international, viendront le confirmer. Quand vous parlez du Code du travail à l'étranger, c'est quelque chose d'ahurissant. Si vous dites à un Américain quelques mots du Code du travail, il vous sort tout de suite le 1, 2, 2, 2, c'est 1, 2, 2, 1, 2, qui a changé de numéro, mais peu importe. C'était un truc absolument épouvantable pour eux, l'histoire de l'obligation de transférer les salariés d'une entreprise à l'autre en cas de rachat. Et puis, quand on leur explique que toute l'Europe fonctionne à peu près avec la même disposition, que c'est une disposition assez banale, que même des textes outre-Atlantique le prévoient aussi, ça dégonfle un peu le sujet. Mais il y a certainement eu... le Code du travail, par sa complexité, par son épaisseur, a véhiculé une crainte, une véritable peur. Hein. Et notre métier comme conseil d'entreprise, c'est très souvent de dégonfler tout ça pour expliquer qu'en France, on peut quand même faire beaucoup de choses, que bien sûr, il y a des règles qui existent, mais que c'est possible. Et je crois qu'il y a eu petit à petit une prise de conscience du pouvoir politique sur cette question-là, et de se dire, après tout, si vraiment... c'est ça ce qui gêne l'emploi, eh bien il faut quand même se mettre au travail pour le simplifier. Alors comme beaucoup de réformes, eh bien c'est pas toujours elles viennent pas toujours du côté où on les attend, et que c'est un gouvernement socialiste qui probablement aura plus bougé le Code du travail que l'ont fait d'autres gouvernements. Ça fait partie de la vie politique de notre pays, je crois. Et je pense qu'il faut attendre de cette loi, non pas des choses extraordinaires, mais en tous les cas, certainement un travail pédagogique à l'attention des entrepreneurs pour les convaincre de ne pas être paralysés par notre réglementation. Je voudrais rebondir sur le même sujet. Je suis venu avec le code pour vous présenter l'objet. Pour être certaine que vous l'avez vu et que vous en mesurez. Et c'est pas tellement, le poids ou le caractère obèse, encore que, mais c'est vous dire que dedans, il y a écrit plein de mots, plein d'articles, et que la difficulté, c'est que l'usage de ce document est aujourd'hui impossible. Pourquoi ? Parce que c'est un empilement d'articles et de lois qui, par sédimentation, avec chacune une finalité différente, qui a été adossée depuis les années, depuis longtemps, qui fait qu'on est aujourd'hui, en 2016, dans la situation où on ne comprend plus où on veut en venir. À quoi sert le bidule ? Alors on dit tout de suite, immédiatement, ça sert à protéger les salariés. D'accord. Ça sert à régir le contrat de travail. Parfait. Je souligne que dans ce magnifique document, il manque un article qui est celui qui dirait qu'est-ce qu'un contrat de travail. Ils l'ont oublié. Et en fait, quand on se pose la question des protections et donc de l'inadéquation, c'est la problématique aujourd'hui qui est absolument saillante de l'application à un monde englouti de cette documentation qui représentait le travail d'abord sous une forme hégémonique dans le salariat, premier élément. Deuxième élément, sur la base d'un contrat éternel. Pourquoi éternel au sens d'un contrat à durée indéterminée, au sens d'éternel ? Parce que c'était le grand compromis fordiste au terme duquel on abandonnait
sa liberté au travers du lien de subordination en contrepartie de protection jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. En gros, c'était ça le deal. Or, ce deal a explosé en éclats, enfin vraiment a volé en éclats, pour des tas de raisons. En effet, vous les avez soulignées, mais je crois qu'il faut en parler de manière plus saillante. C'est que la problématique de la mondialisation, de la globalisation de l'économie, etc., a entraîné quelque chose, c'est qu'elle a entraîné dans son sillage la notion d'adaptation aux produits et aux frontières qui s'agrandissent, et que donc ce côté immuable qu'était l'entreprise avec un grand E et qui lui-même était éternel, tel Peugeot a fabriqué des voitures jusqu'à l'éternité, cette idée-là n'existe plus. Je rappelle que Google, les GAFA et autres, il y a 10 ans, c'était un embryon. Et aujourd'hui, on crée des licornes, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose où c'est la vitesse qui caractérise ce monde. Dans le temps, c'était le temps qui passe. Premier élément. Le deuxième élément qui est encore plus saillant et qui est d'une violence extrême, tant les bouleversements à attendre sont gigantesques, c'est que si précisément le compromis fordiste a volé en éclats, c'est aussi du fait de l'automatisation de la société, dont on est aujourd'hui à l'étape, j'allais dire, de la plateforme, et on appelle ça l'ubérisation de la société, mais on est probablement au début de la robotisation et ultimement l'intelligence artificielle apprenante, qui fait que la question se pose de savoir à quoi servons-nous, nous les humains. Il est vraiment question, je me réfère là à 2 rapports du MIT sortis par messieurs Osborne et Frey, l'un en 2013, l'autre en 2015, pour expliquer les métiers à 20 ans d'ici ou même à 10 ans d'ici. Les secteurs banque, finance, santé, etc. sont au premier chef touchés. Je rappelle que Watson, l'aimable machine d'IBM, est capable de traiter 1 million de documents pour la discovery en matière de procès judiciaire aux États-Unis pour $100 000 par mois. Vous imaginez bien que ça pourrait, comment dirais-je, suppléer utilement l'armée de ces millions d'avocats dans ces cabinets. Donc ça fait partie des éléments qui se posent, et donc la question de savoir que va-t-on faire du temps libéré. Et donc ça pose la question de l'hégémonie du salariat, c'est-à-dire est-ce que le contrat de travail dans l'histoire de l'humanité a été ou pas, et c'est une question qui n'est pas que philosophique, une parenthèse, celle du XXe siècle, celle du Ford, toujours, et que l'on revient, ou que du moins ce qu'on appelle les nouvelles formes d'emploi qui surgissent du fait de cette automatisation de la société, posent la question de leur place dans le système. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que cette place est en train d'être conquise, qu'il y a un texte de loi ou pas, et que donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire du modèle social français. La loi de 2015, enfin la loi dite El Khomri, à mon sens, sur la motivation, c'est celle qui a consisté à dire, dans le fond, faisons le pari ou prenons le risque de la confiance, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre au centre l'histoire du dialogue social, à la place de la profusion de la loi, laquelle loi n'arrive plus à attraper dans son filet à papillon l'objectif qu'elle avait initialement de protéger les salariés. Pourquoi ? Parce que le CDI éternel a volé en éclats. Donc la question est comment est-ce qu'on peut suppléer ceci par cela ? Et on s'est dit l'intelligence de la négociation collective devrait pouvoir utilement, j'allais dire, opérer les rustines que la loi ne parvient plus à faire. Voilà. Je peux continuer des heures, mais je vais bien compris. Du coup, Cyril Combes, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il y a un cadre international de droit du travail, et surtout nous expliquer les limites du pouvoir du législateur français sur ces questions-là, et finalement, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il y a un encadrement international du droit du travail ? Alors, je dirais ce que le droit international du travail empêche de faire, mais je vais surtout insister sur ce qu'il permet de faire pour avoir une vision un peu positive du sujet. Pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, je voudrais commencer par dire que la France, dans ses réflexions sur l'opportunité, la nécessité de faire évoluer le droit du travail, est loin d'être seule à se poser cette question dans ces termes. C'est véritablement un débat, je dirais même un débat mondial dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, et qui n'a sans doute pas commencé d'ailleurs il y a quelques mois ou il y a quelques années. Partout, on a toujours interrogé l'adéquation, la pertinence de certaines catégories juridiques par rapport à l'évolution de l'économie, et le droit du travail a vraiment toujours été, d'une certaine façon, instrumentalisé par le développement économique, de la même façon que le développement économique a été aussi conditionné par le droit. Il n'y aurait pas eu de salariat s'il n'y avait pas eu de droit du travail, il n'y aurait probablement pas eu d'industrie ou de développement industriel sans salariat.
Alors pour répondre à votre question sur les normes de l'OIT, aujourd'hui les normes de l'OIT, elles couvrent l'intégralité du champ du Code du travail quasiment. Dans pratiquement tous les domaines des relations individuelles et collectives du travail, vous avez d'une façon ou d'une autre des normes internationales adoptées par l'OIT. Alors l'OIT, qu'est-ce que c'est? L'OIT, c'est aujourd'hui une agence spécialisée des Nations Unies. Donc c'est une organisation qui fait partie du système des Nations Unies, de la même façon que vous avez l'OMS dans le domaine de la santé, vous avez l'OIT sur les questions de travail et d'emploi. La spécificité de l'OIT dans le système onusien, il y en a deux. La première, c'est que c'est une organisation tripartite. Ça veut dire que siègent à l'OIT non seulement des gouvernements, représentants des États, mais aussi des partenaires sociaux. Donc ce tripartisme est véritablement la marque de fabrique de l'OIT parce que c'est la seule organisation internationale qui répond à cette caractéristique. L'autre spécificité, c'est que c'est une organisation normative. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation qui a été conçue principalement pour faire du plaidoyer ou pour faire de l'action humanitaire, pour faire de la coopération technique. C'est vraiment une organisation qui a été créée après la Première Guerre mondiale. On va bientôt célébrer son centenaire en 2019. Donc organisation créée en 1919 et dont l'objectif était véritablement de créer des normes internationales, à la fois parce que l'idéal à l'époque sorti de la Première Guerre mondiale, c'était de dire que pour assurer une paix durable, il fallait plus de justice sociale, aussi bien au sein des pays qu'entre les pays. Et puis, sur cette base-là, son mandat a consisté aussi à adopter des normes internationales dans l'optique de réguler la mondialisation, avec déjà la mondialisation n'était pas de la science-fiction. À l'époque, on avait déjà connu une première mondialisation au XIXe siècle, au cours de laquelle le commerce international avait cru beaucoup plus vite que les revenus nationaux, donc une intégration croissante des économies. Et déjà à l'époque, la nécessité s'était fait jour d'articuler cette ouverture économique et commerciale avec un certain nombre de normes sociales. Donc cet héritage, il a vécu pendant des décennies et des décennies, ce qui aboutit aujourd'hui à ce que, comme je vous le disais, l'ensemble des relations individuelles et collectives sont couvertes par des normes. Alors ce qui est intéressant, c'est que on s'est posé un peu la même question que celles qui ont été abordées précédemment. Cette sédimentation des règles adoptées parfois il y a bien longtemps, comment est-ce qu'on pouvait les faire vivre et comment est-ce qu'on pouvait, le cas échéant, les ajuster. Ça, c'est le premier facteur, je dirais, de réflexion et d'évolution du droit international du travail. Le deuxième facteur, il réside davantage dans la façon dont le droit international public est conçu. Le droit international public, le droit international du travail fait partie du droit international public d'une certaine façon, c'est quand même quelque chose qui repose avant tout sur des processus d'élaboration des normes internationaux, supranationaux, mais qui, pour exister, ont besoin d'être ratifiés par des États, donc pour entrer en vigueur dans des ordres juridiques nationaux. Et là, le constat qu'on peut faire près d'un siècle après la naissance de l'OIT, c'est que le taux de ratification des conventions de l'OIT reste relativement modeste. Alors la France est dans une situation très spécifique parce que la France est l'un des pays au monde à avoir le plus ratifié les conventions de l'OIT. C'est même celui qui les a le plus ratifiées avec l'Espagne, mais la plupart des pays ne sont pas dans cette situation. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant une quinzaine d'années, l'OIT s'efforce de diffuser ces normes internationales du travail dans d'autres instruments juridiques internationaux, comme les accords de commerce bilatéraux, par exemple ceux que concluent les États-Unis ou l'Union européenne, de plus en plus intègrent des normes internationales du travail. Et c'est aussi un effort qui consiste à promouvoir ces normes à la fois au travers des programmes de coopération technique que l'OIT mène dans la plupart des pays émergents et des pays en développement, et puis aussi la promotion vis-à-vis des acteurs privés de la mondialisation. Parce que les entreprises et les grandes entreprises qui opèrent en France sont aussi très souvent des leaders mondiaux, et de plus en plus, ces entreprises utilisent les normes internationales du travail, à la fois dans leurs actions, leurs codes unilatéraux, leurs codes de conduite, leurs codes moraux, leurs codes de déontologie, mais aussi, et c'est une spécificité française, dans des accords qui sont négociés au niveau international avec des organisations syndicales internationales et qui visent à faire la promotion de ces normes au niveau international à travers des accords transnationaux. Alors ça, c'est pour brosser le paysage, et le paysage un peu en dynamique et en évolution. S'agissant des normes, concrètement,
depuis maintenant une quinzaine d'années, l'OIT s'est efforcé de faire une sorte de... Alors on n'a pas de code du travail international, mais enfin au départ l'objectif était bien celui-ci, d'élaborer un code du travail international. On a essayé un peu de distinguer, selon leur ampleur ou leur importance, ces normes internationales. Alors on a distingué d'abord les normes, ce qu'on appelle les normes fondamentales. Donc on a fait il y a à peu près une quinzaine d'années le travail qu'on a demandé à la commission Badinter en particulier. Et on a identifié en 1998 des normes qu'on estimait être plus fondamentales que d'autres, c'est ce qu'on appelle les normes fondamentales, qui couvrent 4 grands sujets que sont l'interdiction du travail forcé, l'interdiction du travail des enfants ou l'élimination des pires formes du travail des enfants, l'interdiction des discriminations dans l'emploi et les libertés syndicales et la négociation collective. Donc ces 4 grands principes qui couvrent 8 conventions fondamentales sont aujourd'hui les conventions qui sont les plus ratifiées dans le monde. Elles sont bien entendu ratifiées par la France. Mais depuis 1998, on considère que respecter ces normes et en faire la promotion au niveau international, c'est une condition qui n'est pas liée à la ratification, mais à l'appartenance à l'organisation. Ça veut dire que même les États qui n'ont pas ratifié ces conventions sont redevables de leur respect, de leur application et de leur promotion dans le monde. Vous avez un grand pays très connu, les États-Unis par exemple, qui on peut ratifier ces conventions fondamentales en dehors du travail des enfants et qui sont amenés pourtant depuis 1998 à participer à la promotion de ces conventions internationales par ce mécanisme par lequel on a essayé de faire sauter le verrou de la ratification pour aller vers un ordre public international dans le domaine social. Donc ça, c'est les conventions fondamentales. On a ensuite les conventions qu'on appelle les conventions de gouvernance. Alors là, j'en citerai 2. Il y en a une qui est très connue en France, qui est la Convention sur l'inspection du travail, qui est importante parce qu'elle est régulièrement amenée dans le débat public à chaque fois qu'en France, on réforme l'inspection du travail. Et c'est une convention notamment qui prévoit un certain nombre de garanties d'autonomie pour les actions de contrôle qui sont menées par l'inspection du travail et qui pose surtout le principe de la nécessité d'un contrôle sous la responsabilité des pouvoirs publics du respect des normes nationales de travail. Une autre convention de gouvernance qui sont un peu des conventions structurantes, on va dire, qui organisent la répartition ou l'organisation des politiques de travail et d'emploi. Une autre convention que je pourrais citer en exemple, c'est la convention 122 sur les politiques de l'emploi, qui ne dit rien sur le contenu des politiques de l'emploi, bien entendu, que les États doivent mener, mais qui définit des règles de concertation et de coopération tripartite. Parce que je réinsiste là-dessus, l'ensemble du système normatif de l'OIT repose sur l'idée qu'il est toujours préférable d'asseoir un système juridique sur la concertation tripartite et la négociation collective que sur un système qui négligerait les libertés syndicales ou les prérogatives des partenaires sociaux en matière de négociation collective. Donc ces normes, souvent, elles comptent autant par le contenu normatif qu'elles posent, elles comptent surtout par les processus et l'engagement à ces 3 parties à œuvrer ensemble pour élaborer, suivre, évaluer et faire évoluer les normes de travail. Et en tout cas, c'est ce système qui prévaut au niveau international à l'OIT, puisque l'ensemble du système de supervision des normes et parfois même aussi d'instruction des plaintes et des réclamations, puisqu'il est possible pour n'importe quel syndicat dans le monde, pourvu que le pays où il se trouve ait ratifié une convention, il lui est toujours possible d'émettre une réclamation ou une plainte à Genève lorsqu'il estime qu'il y a un manquement dans le respect de ces normes internationales. Et puis vous avez enfin des normes qui sont des normes techniques, qui là encore font régulièrement l'objet de débats en France, parce que la France a beaucoup ratifié ces conventions. C'est notamment le cas de, je pense, la convention de l'OIT la plus célèbre en France, c'est la convention 158 qui porte sur le licenciement. En fait. C'est une convention qui connaît un taux de ratification modeste, mais qui a été ratifiée par la France et qui s'est rendue célèbre par un épisode qui a eu lieu au milieu des années 2000, le contrat nouvelle embauche. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent ou en ont entendu parler, parce que vous êtes très jeunes. Mais donc le CNE était une réforme proposée par le gouvernement de l'époque, le gouvernement de Villepin, qui consistait à élargir à 2 ans la période d'essai, c'est-à-dire la période dans laquelle un CDI pouvait être rompu
sans apporter une justification ou un motif à cette rupture. Et cette réforme n'a pu voir le jour, en partie pour les considérations politiques nationales françaises, et aussi parce que le système de supervision des normes avait considéré au sein de l'OIT que la période de 2 ans était une période excessive au regard des règles posées par la Convention 158. Donc là, vous avez un exemple très précis d'une réforme qui a été invalidée d'une certaine façon en raison des engagements internationaux que la France a souscrits vis-à-vis de l'OIT. Merci. Pardon, juste sur ce point important, l'Italie n'a pas ratifié 158. Non. Est-ce que vous me confirmez? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi pour dire que le Job Act en Italie, qui en gros instaure, on va pas le dire comme ça, mais enfin ça peut, une forme de CNE, si je puis dire, puisque c'est l'acquisition des droits au fur et à mesure, sur le temps long, le Job Act italien ne peut pas être introduit en France, n'est-ce pas? À cause de 158. Il peut être introduit en France sous réserve de la période, encore une fois, la période d'essai de 2 ans. Vous auriez pu citer un autre exemple qui est celui du contrat espagnol, Oui. d'appui aux entreprises, pays qui a ratifié la Convention 158 et qui a franchi, je dirais, la barre de la Convention 158, puisque la période d'essai a été reconnue comme compatible avec cette convention. Pour une période de quoi? C'est combien de temps? C'est 15 mois de mémoire. 15 mois. Ouf. Oh bah Très loin, pas très loin. Pas On le avance. du gaz, hein. Hubert Fléchy, Emmanuel Barbara, je vais vous demander, est-ce que aujourd'hui le Code du travail, pour les employeurs que vous côtoyez tous les jours, est un véritable frein à la création d'emplois et à l'investissement aussi en France pour des entreprises étrangères? Je crois que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Moi, il me semble, c'est tout à fait personnel, hein, c'est pas une analyse quantitative précise, mais mon sentiment, mon impression, si vous voulez, par l'expérience et les discours que l'on entend de nos clients, surtout c'est extrêmement psychologique. Pardon, je pense que c'est surtout extrêmement psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une croyance que le Code du travail va empêcher, va freiner l'emploi, va empêcher de recruter parce que rien ne serait possible. On le voit très bien au niveau du licenciement en général. Il y a l'impression, la certitude que, eh bien, si on embauche, on ne pourra pas se séparer de la personne. Et on voit des grandes entreprises, mais aussi beaucoup de petites entreprises, où les gens vous disent « Moi, je préfère me débrouiller tout seul. Je ne prendrai pas quelqu'un parce que, malgré toutes les aides qui sont proposées pour la première embauche, parce que c'est trop compliqué, et surtout, je ne pourrai pas me débarrasser de la personne. » Donc, je pense que le Code du travail est vécu, en tous les cas, comme un empêchement, un certain empêchement. Je pense sincèrement que c'est très largement faux, cela étant. C'est-à-dire qu'il faut aussi se poser la question toute bête, que se passerait-il s'il n'y avait pas de Code du travail? Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de Code du travail, il n'y aurait pas de marché de l'emploi, il n'y aurait pas d'organisation possible. Il n'y a pas d'organisation d'une société qui soit possible sans qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait une organisation. Et le droit, c'est pas autre chose que ça. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans la trop grande simplification, mais en tous les cas, il y a une barrière psychologique. Je vais vous donner un exemple que j'évoquais tout à l'heure entre nous. Vous avez vu, et qu'il y a eu un grand débat sur la loi El Khomri sur le problème de le plafonnement des indemnités de licenciement. Quand vous regardez, et j'étais convaincu que c'était une nécessité, et je demeure convaincu que beaucoup d'entreprises se sentiraient rassurées si elles avaient un maximum qui leur serait présenté en disant si je recrute quelqu'un et qu'il est mauvais, voilà, ça me coûtera au maximum ceci, cela. Bon. Mais avec tout un groupe d'avocats, représentant habituellement les entreprises, l'autre jour, on bavardait autour du texte et on regardait le tableau, le tarif. Et on se disait, mais au fait, qui autour de la table a eu des condamnations plus importantes que celles prévues par le texte? Il n'y en avait pas tant que ça, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Et les exagérations d'ailleurs, les cas scandaleux
je m'excuse de dire que c'est dans des domaines assez particuliers où on les rencontre, en particulier à propos des licenciements des salariés protégés, il y a un problème véritable là. Mais les négociations qu'on a dans ces cas-là sont extrêmement lourdes et très coûteuses pour l'entreprise, et j'avoue que ça continue à me choquer. Et j'ai été choqué de voir que dans la loi El Khomri, la première chose qu'on a dit à propos du plafonnement, c'est bien entendu, ça ne s'applique pas au licenciement des salariés protégés. Ça ne me paraissait pas très bien. Mais bref, si je reprends la conversation que j'avais avec ses confrères l'autre jour, on s'est aperçu que finalement, grosso modo, c'était pas tellement, c'est pas des chiffres qui étaient dépassés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ça est quand même très psychologique. C'est que vous pouvez avoir des textes qui rassurent, alors que l'assurance qu'elle donne n'était pas forcément nécessaire et indispensable. Donc, j'attends effectivement de la loi aujourd'hui qu'elle puisse apaiser ces craintes des entreprises, parce que tout le monde vous le dira, en matière économique, c'est la confiance qui joue, c'est le psychologique. Eh bien, si l'entreprise a peur, l'entreprise n'embauche pas. Alors, il ne faut pas être trop simpliste non plus. On apparaît, c'est les économistes qui vous disent et répondent à ça. Il faut d'abord que le carnet de commandes soit plein. Ils n'ont pas tellement tort non plus. Faut pas, ne soyons pas trop simplistes, mais je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui encore un frein. Mais ce n'est pas vrai d'ailleurs que pour le droit social, pour vous en parler. Si vous avez, je ne sais pas quelles sont vos activités, mais si vos activités professionnelles vous amènent à aider des copains qui fondent des start-up, vous verrez le bazar que c'est avant de produire 1 euro, la quantité de documents administratifs que vous devez remplir, de formalités à faire, de vérification, de contrôle. Et vous vous dites, mais mon Dieu, et tout l'argent que je dépense pour ça alors que je ne produis encore rien. Donc c'est toujours un problème, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a besoin d'une réglementation, mais le risque est que trop de réglementation finisse par vous convaincre de ne pas faire grand-chose. Sur la peur de l'embauche, ensuite de ce que dit Hubert, j'ajouterais d'autres considérations. D'abord, la peur de l'embauche, elle vise très précisément le monde des PME. Je veux dire, aucune entreprise, même américaine, ne va se dire « non, j'embauche pas en France parce que j'ai peur ». Non. Là, les entreprises étrangères, elles ont plus un rapport difficile avec le licenciement et plutôt la restructuration qu'avec l'embauche. Elles viennent en France, les entreprises en question, parce qu'elles apprécient la qualité des personnes qui y travaillent. Donc là, il faut le marteler. Je veux dire, dans notre office, nous, on vend le fait que, voilà, non, l'embauche est très bien, il n'y a pas de problème. C'est la restructuration qui leur va pas parce qu'elle est totalement contre-intuitive. C'est-à-dire, j'ai une boîte qui marche pas, vous voyez, elle marche pas. Résultat, il suffit, on la fusionne, on la ferme, on la vend. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est comment ? Je vous explique, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est ce rapport-là qui va pas pour l'étranger. En revanche, la peur de l'embauche, ça vise essentiellement les PME. La peur de l'embauche, c'est l'idée qu'elles se font de, en effet, tout ce que tu as dit. Cependant, pour, se focaliser sur la question du barème qui a, elle, rien que ce barème a focalisé ou cristallise cette histoire de peur de l'embauche, je crois qu'un peu à l'instar d'un malade qui va voir son médecin, il ne dit pas la bonne chose. Il dit qu'il a mal au bras, mais en fait, il faut lui répondre qu'il a mal ailleurs. Je m'explique. Ce barème en question qui vise le licenciement abusif, donc de temps en temps, on peut aussi licencier à bon droit, passons. Oui, ça nous arrive, nous autres. Non ? Oui. Donc, on parle du licenciement abusif. Point 1. Et 2, c'est les dommages-intérêts se rapportant précisément au fait que j'ai pas bien apprécié l'insuffisance pro, j'ai pas... non, il n'a pas commis une faute grave, etc. Bon, ça, c'est le tarif, d'accord ? C'est le tarif pour le fait d'avoir mal fait. Et à cet égard, pour ceux qui disent que le barème, c'est une vacherie, font valoir que du coup, ça serait un permis de licencier, j'allais dire, pas cher. Abusivement, toujours abusivement. C'est vrai que c'est un argument que je trouve assez puissant. On n'a pas de raison de pouvoir licencier, finalement, pour un motif approximatif, etc. Donc ça, mais cela dit, ce que ne disent pas les entrepreneurs ou les PME qui ont des inquiétudes, c'est qu'en réalité, elles ont peur, ces entreprises, des autres faux frais. Je m'explique.
j'ai commis un licenciement, il est ou pas abusif. Je le plaide de bonne foi, enfin, on joue la partie. Je veux dire, si j'ai décidé, encore une fois, partons du principe qu'un employeur, le matin, quand il se lève, sa première idée, c'est pas de se dire qui je vais dézinguer pour me faire plaisir. C'est quand même... Non, mais ça... C'est important, on rigole, mais c'est vraiment comme ça que nous appréhendons, nous autres, globalement, dans une représentation schématique un peu facile, que l'employeur, le matin, quand il se lève, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour faire du mal à ses salariés. Bon, c'est absurde, s'il le fait, c'est qu'hélas, il a dû s'y résoudre. Point 1. Mais ce dont il ne parle pas, l'employeur, parce qu'il ne sait pas le dire, c'est qu'en fait, il a commis au passage, le cas échéant, des tas d'erreurs, de forme, de fond, sur... les vieux cons, je paye qu'il n'a pas payé sur la base de la prorata du bonus, sur l'absence qu'il s'est trompé, sur les heures sup qu'il n'a pas suivies, bref, c'est la somme arithmétique de tous ces faux frais qui, venant s'ajouter au revenu du mois de salaire pour les dommages d'intérêt, fait que l'addition est salée. Et en réalité, plus on a créé de normes, et c'est notamment vrai ces dernières années, enfin ces 10 dernières années, c'est absolument dingue. Là, j'ai apporté de 2015, 2016, il n'est pas sorti. Il y a Macron, Rebsamen et d'autres menus sottises qui sont venus aménager le truc. Donc déjà, il est un peu plus épais. Puis celui-là, il faut qu'il vienne aussi. Bon, bref. Donc c'est toujours la course. Et entre parenthèses, l'idée qu'ils vont trouver des spécialistes pour réécrire cette chose pendant 2 ans, vous voulez que je vous dise, et bien ceux-là, il faut leur donner une prime et la médaille. Hein, parce que vous imaginez le boulot, entre parenthèses, dans réécrire le code du travail, enfin, on a l'air de dire que c'est normal, mais vous imaginez le boulot, n'importe où, et ben voilà, comment prendre le sujet. Et le plus j'écris de lois, le plus j'ai des raisons de les transgresser et de les violer, n'est-ce pas? Et donc le plus j'ai des raisons de constater un préjudice, fut-il formel, n'est-ce pas, pour le compenser. Et donc, à la fin de la journée, le nombre de normes que j'ai plantées en procédant à licenciement d'un salarié, qui même, le comble, pourrait être causé d'une cause réelle et sérieuse, mais toutes les erreurs que j'ai faites sur le temps de travail, les congés paye, l'absence, le défaut de paiement de Dieu sait quoi, et ben ça fait l'addition un peu chère. Et c'est ça, en fait, que dit, à mon avis, la PME. Elle dit plus ça en le focalisant sur les dommages-intérêts du barème. Parce que le dommage-intérêt du barème, on ne peut pas reprocher qu'il y ait un tarif à une erreur. Enfin, je veux dire, c'est comme si, je sais pas, moi je payais pas mes impôts, par exemple, puis je dirais qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de tarif en face. Il y a une faute, on la paye, c'est normal. Mais ce qui n'est moins normal, c'est que j'ai trop de motifs de me planter pour payer beaucoup de choses. Et ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération, et du coup, ça se traduit par une réticence à l'embauche, et la réticence à l'embauche se traduit par moins d'embauche. Et je pense que, comme tu dis, c'est vraiment une question de confiance, c'est-à-dire que ça sort des normes. C'est pas parce qu'on aurait la moitié de ce document écrit qu'il y aurait plus ou moins d'embauche, c'est juste que j'ai peur d'embaucher. Donc c'est dans la tête. Il y a aussi des lois qui deviennent incompréhensibles. Parce qu'on parle comme quoi il est énorme. Mais touché, hein, maintenant. Mais soit il y a des dispositions inutiles, comme un exemple tout simple, bon alors c'est un exemple, les chambres d'allaitement dans les entreprises de plus de 100 salariés, c'est encore une disposition qui est dans le Code du travail. C'est très utile. Mais ensuite, après des lois incompréhensibles, je prends l'exemple de la loi TEPA, qui a été votée en 2007. Ça nécessitait 6 instructions et circulaires, et parfois elles se contradisaient. Donc comment appliquer ces lois sans avoir peur de voir un contrôle URSSAF derrière, et on sait que les contrôles URSSAF sont un peu durs des fois par rapport aux entreprises. L'apprentissage a connu 14 modifications en 10 ans. Sur les contrats précaires, il y a tant de textes qui ont été adoptés en 30 mars. Donc c'est vrai que l'objectif, alors c'est l'un des objectifs de la loi, après je ne sais pas s'ils vont réussir avec la réécriture sur 2 ans, mais c'est de rendre un peu ce Code du travail plus lisible avec, comme je disais, les 3 champs. Alors je voudrais revenir sur le Code du travail, est-il un frein à l'embauche ? À l'occasion de la réforme du droit du travail, il y a eu la rigidité du Code du travail français est de nouveau critiquée comme un frein à l'embauche du CDI. Et on l'a comparé souvent avec l'Allemagne, qui est souvent érigée en exemple, puisqu'il y a en 2015 1,7% de croissance contre 1,1% en France. Et il y a un faible taux de chômage, 4,3% de la population active début 2007. Donc est-ce que le modèle allemand qu'on met en avant est-il plus efficace, est-il moins rigide que le modèle français ? Eh bien, il n'est pas apparu non.
C'est des données de l'OCDE qui, relatives au niveau de protection contre les licenciements, indiquent que l'Allemagne dispose d'un indice de rigidité légèrement plus élevé que la France. Et ensuite, il y a eu aussi plusieurs études qui ont démontré, des études sérieuses, qui viennent confirmer l'affirmation selon laquelle le Code du travail, on ne peut pas dire que la rigidité d'un modèle, alors je parle sous contrôle, mais qu'il n'y a pas de lien entre la rigidité et le chômage. Parce que ça a souvent été dit. Et il est impossible de mesurer en fait l'efficacité d'un assouplissement du marché du travail. Par contre, il y a d'autres mesures qui ont été mises en avant, comme l'investissement en recherche et développement, le recours intensif à une main-d'œuvre qualifiée, modification des réglementations commerciales qui ont fait leurs preuves. Merci. Cyril Coste, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans la réforme, dans le projet de réforme actuel, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont contraires à des dispositions de la convention, des conventions OIT ou à des dispositions du droit international du travail? Très franchement, j'en sais rien. Ah non, c'est écrit dedans. Il ne m'appartient pas de devenir le censeur du projet de loi. Non, moi je voudrais revenir sur le débat emploi et réforme du droit du travail. Juste pour comment dire, pour situer un peu les termes du débat au niveau international. Parce que je pense qu'effectivement, l'impact emploi attendu d'une réforme comme celle que le gouvernement français est en train de proposer et de proposer au Parlement, dans le plaidoyer, l'argument emploi revient beaucoup. Au niveau international, il faut bien prendre la mesure du problème d'emploi que nous avons. Nous avons un déficit de croissance et un déficit d'emploi qui, lorsqu'on compare les niveaux que l'on avait de croissance et d'emploi en 2008, c'est-à-dire avant la récession, avec les niveaux que l'on connaît aujourd'hui, donc en termes de croissance, on a à peu près 1,5 et 2 points de moins entre la décennie des années 2000, on va dire, et la période d'après-récession. Et en matière d'emploi, on a à peu près 27 millions de chômeurs de plus au niveau mondial. On a aujourd'hui à peu près 200 millions de chômeurs. Alors, cette statistique vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est un indicateur, c'est une façon de mesurer l'évolution du chômage. Mais ces chiffres ne disent pas toute la réalité, parce que quand vous regardez, non pas le taux de chômage, mais le taux d'emploi, c'est-à-dire le niveau de participation de la population en âge de travailler au marché du travail. Ce qu'il était en 2000, il manque à peu près 80 millions d'emplois. Et selon des projections du BIT qui sont validées aussi par l'OCDE, il faudrait créer d'ici à 2030, pour retrouver le même niveau de participation au marché du travail de 2008, il faudrait créer dans le monde 600 millions d'emplois. Donc tout ça pour dire que le débat sur l'impact des réformes du marché du travail, l'impact de la réforme du droit du travail sur la façon de résoudre l'équation de l'emploi au niveau international, il faut effectivement ramener cette équation à de justes proportions pour ne pas tout simplement susciter des attentes qui seraient complètement démesurées par rapport à l'enjeu. Et dans le débat sur l'emploi, et dans le débat sur les réformes structurelles, on ne peut pas faire l'impasse sur aujourd'hui une certaine inefficacité du réglage macroéconomique dans un certain nombre de pays. Vous avez cité l'Italie, on peut citer aussi l'Espagne. L'Espagne a connu quand même une hémorragie de l'emploi terrible depuis 2008, avec la suppression de 3 800 000 emplois dans ce pays, un pays plus petit que la France, moins peuplé que la France. Même si, par les hypothèses les plus optimistes sur l'impact emploi des réformes récentes du gouvernement Rajoy, notamment, portent les hypothèses les plus optimistes à quelques dizaines de milliers d'emplois sauvegardés. Donc vous voyez qu'on est quand même très très loin du compte. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir pourquoi on les fait et à quoi on doit s'adapter. Donc bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements sur le marché du travail. Le fait qu'aujourd'hui, l'embauche des jeunes se fasse à 80-90% dans un pays comme la France, mais encore une fois, la France n'est pas un cas isolé, sous la forme de contrats dits précaires, de contrats à durée déterminée ou
de contrats d'intérim. Évidemment que c'est un dysfonctionnement du marché du travail. Évidemment qu'il faut s'y attaquer. Mais je crois que c'est important dans le débat, c'est de poser les vrais objectifs. Parce qu'on n'arrive pas à définir de bonnes politiques si on ne définit pas les bons objectifs. Et encore une fois, ne pas faire peser trop de choses sur la réforme du marché du travail. L'autre remarque que je voudrais faire, encore une fois d'un point de vue international par rapport à des réformes qui ont été mises en place ailleurs, c'est que c'est très important, c'est très intéressant d'observer le basculement qui a eu lieu en Europe, en particulier dans l'Union européenne, dans les années 2010-2011. Il y a eu un basculement lié aux crises des dettes souveraines. Lorsque vous regardez la tonalité dominante du débat politique dans les années 2000-2009, le modèle dominant, c'était de voir comment des pays comme l'Allemagne, mais aussi comme l'Italie, à l'époque, avaient finalement su traverser la récession à peu de frais au niveau de l'emploi. L'Italie et surtout l'Allemagne ont permis finalement de traverser la récession avec un impact sur l'emploi relativement mesuré. Pourquoi ? Parce que ce sont deux pays, on le sait souvent pour l'Allemagne, on le sait un peu moins sur l'Italie, ce sont des pays qui ont développé des formes de ce qu'on appellerait en France des formes de chômage partiel qui ont permis aux entreprises, et en particulier aux entreprises industrielles, de garder leurs salariés pendant la période de récession, donc avec des aides publiques pour compenser les pertes de salaire, avec aussi la mobilisation en Allemagne en particulier des comptes épargne-temps qui débordaient avant la récession. Ce Kurzarbeit était le mot d'ordre international. Tout le monde se ruait vers le modèle allemand pour voir comment les Allemands avaient traversé la récession, finalement en misant sur la flexibilité interne, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à s'ajuster, non pas en ajustant le niveau de l'effectif, mais en gardant l'effectif et en trouvant des formes d'emploi plus flexibles, aménagement du temps de travail par exemple. Après la dette souveraine, on a complètement changé de paradigme et ce qui est apparu dans le débat dominant, c'était, sous l'angle des réformes structurelles, un ajustement à la baisse, je dirais, du niveau de protection du contrat standard par rapport aux formes dites précaires d'emploi. L'objectif était principalement dans un pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui c'est vrai connaissait des segmentations du marché du travail, des phénomènes de dualité du marché du travail bien plus importantes que celles qu'on connaît en France, donc pour faire en sorte que ces pays s'attaquent à ces problèmes structurels. Simplement, ce que je veux dire, c'est que là aussi, et je reviens à votre question sur l'impact emploi, il faut aussi se doter de la bonne perspective temporelle. Il est clair que ces réformes sur le marché du travail, ce sont effectivement des réformes structurelles qui ne peuvent produire des résultats que sur la durée, dans le temps. Et donc, il ne faut pas essayer de régler des problèmes de court terme, comme par exemple un cycle récessif en matière d'emploi essentiellement lié à la conjoncture ou à l'inefficacité du réglage macroéconomique, avec des outils de long terme que sont les réformes du marché du travail. Parce qu'effectivement, et je reviens à ce que vous disiez, les réformes qui introduisent plus de flexibilité, et ça, il y a un consensus scientifique au niveau international pour le dire, les réformes qui introduisent plus de flexibilité peuvent, à court terme, avoir un impact plutôt négatif en matière d'emploi. Et c'est confirmé par beaucoup d'études qui ont eu en France sur le fait qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, et notamment les entreprises industrielles, seraient légèrement en sureffectif. Tout ça parce qu'effectivement, il y a un droit plutôt protecteur en France qui, finalement, encourage plutôt les entreprises à utiliser des mécanismes de flexibilité interne que de flexibilité externe. Donc, en matière de mesure de l'impact, il faut là aussi être très prudent et toujours savoir distinguer le court terme du long terme. Pour revenir sur le contenu de la loi, j'ai envie de vous demander, est-ce que le projet de loi El Khomri signe la mort des 35 heures ? Alors, je ne sais pas qui veut y répondre. Ça, c'est la spécialisation. Ça, c'est la science, là, c'est les savants. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que par rapport à ce qui a été dit, et après, bon, mon métier, c'est d'étudier la loi article par article, alinéa par alinéa. J'en fais partie. Voilà. Et en fait, donc, le projet de loi ne touche pas la durée légale qui reste fixée à 35 heures par semaine. Mais c'est vrai qu'il apporte beaucoup d'assouplissement. Alors, ce n'est pas un assouplissement qui est nouveau, puisqu'en fait, je suis un petit peu embêtée parce que parler de la durée légale de 35 heures sans parler du principe de faveur, c'est un peu difficile. Et c'est la quatrième question de cette table ronde.
En fait, la durée légale ne bouge pas. Donc il y a beaucoup d'assoupissements qu'on verra donc plus tard. Mais par contre, il y a une petite disposition qu'on ne parle pas forcément dans les médias, au JT, c'est les accords en vue de préserver et de développer l'emploi. Alors qu'est-ce que c'est que cette mesure? Alors ce n'est pas les accords de maintien de l'emploi qu'on connaît, qui n'ont pas marché, qui restent. Mais on sait que dans le futur, comme ça ne marche pas, on va le laisser dans le Code du travail et au bout d'un moment, on abrogera. Alors les accords en vue de préserver et développer l'emploi. Alors au terme du projet de loi, ces entreprises auraient la possibilité de conclure un accord d'entreprise majoritaire en vue de la préservation du développement de l'emploi. Les stipulations de cet accord se substitueraient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail, sans pouvoir toutefois diminuer la rémunération mensuelle du salarié. Alors là, c'est compliqué déjà. Comment on peut ne pas diminuer la rémunération mensuelle du salarié et on touche à la rémunération durée du travail? Alors je vais vous donner un exemple tout bête. On paye un salarié 2 000 € pour 35 heures, qui est dans le cadre d'un accord collectif. On décide de baisser le taux horaire. Il n'est pas au SMIC, donc on peut. On fait 2 heures supplémentaires chaque semaine. Bon, on fixe un taux en respectant les 10%. Et on obtient 37 heures payées 2 000 €. Donc cette mesure, c'est un moyen de marquer la fin des 35 heures. Par contre, alors je relativise parce qu'il faut un accord majoritaire, c'est-à-dire 50% des organisations syndicales, qui ont 50% des suffrages, en faveur des organisations syndicales représentatives. Donc je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, puisque en fait le projet de loi est vraiment un petit peu flou sur cette manière, donc on espère que ça va évoluer au niveau des débats parlementaires. Mais là, c'est une mesure qui remet en cause clairement la durée légale du travail. Oui, alors moi je vais dire les choses de manière un peu plus grinçante, c'est mon genre de beauté. Vous qui êtes dans la pièce, est-ce que vous avez regardé? Moi j'ai un fils de 18 ans à l'école, encore pas en terminale. J'ai regardé ses heures de cours plus son travail, et pour lequel les professeurs l'un derrière l'autre disent attention, les cours c'est juste pour dire, il faut approfondir, il y a les devoirs, la préparation des contrôles et il faut creuser de son côté, etc. Total, le petit, il tourne entre 45 et 60 heures en fonction des semaines. Et puis alors, bien tranquillement, imaginez le DRH. Bon bah alors, mon petit chamoulard, bienvenue, voilà votre poste de travail, donc c'est les 35 heures, mais évidemment, vous êtes invité à produire, approfondir, vous mettre bien sur la balle le soir, et puis si vous pouvez répondre aux mails, ça serait plus pratique, comme ça le matin, vous êtes tout clean et vous pouvez commencer votre journée de travail. Ça me fait vraiment rire, quoi, parce que les profs, ils vous disent ça bien tranquillement, chacun pour sa matière, comme s'ils faisaient que de l'histoire géo, matin, midi et soir, les maths, machin. Je fais cette comparaison un peu grinçante pour dire juste ceci. On a fait le procès à cette loi, ce projet de loi, vous vous rendez compte? On peut aller jusqu'à 60 heures. Et donc, il ne s'agit pas de travailler matin, midi et soir, 60 heures pour toute la vie. C'est que si on est d'accord, par un accord, et c'est toute la beauté du système, parce qu'on comprend tous qu'il faut travailler beaucoup à ce moment-là, et parce que, vous savez quoi, je vais dire un truc atroce, parce qu'on aime bien son boulot pour que ce soit bien fait, c'est-à-dire réussir à faire tel projet, réussir à dans les temps, etc. Par exemple, dans les chantiers navals, c'est un vrai sujet. Quand on a un projet qui tombe, c'est plutôt sympa de faire le boulot, quoi, plutôt que de dire, bon, bah, à l'occasion. Non, mais je veux dire par là, qu'est-ce que c'est que cette idée repoussoir selon laquelle, au-delà de 35, c'est énorme. Je vous jure que vous travaillez plus que ce que vous travaillerez dans l'entreprise. Et je suis un peu triste de cela parce que ça n'est pas le poids, le nombre des heures empilées durant la semaine qui caractérise ou pas cette fameuse charge terrible qui conduit aux extrémités. C'est autre chose, c'est un autre ressort. Nous sommes au XXIe siècle, à l'heure où du bout de nos doigts, nous gérons des trucs invraisemblables par Internet, d'un côté le téléphone, de l'autre, le cas échéant, on regarde un autre truc pendant ce temps-là. On fait tout ça en même temps et on va calculer avec une pince à épiler les heures qui s'écoulent l'une derrière l'autre en priant que la journée s'arrête vite à, 17h21. J'ai l'impression de revivre 1997 et sincèrement, ce débat me paraît un peu anachronique. Il y a tous les garde-fous de la planète pour empêcher les excès. On donne la main aux entreprises pour
adapter, et encore une fois, l'entreprise le matin n'a pas pour idée, contrairement à ce que l'on pense, d'épuiser comme d'épuiser nécessairement les ressources dont elle dispose. Je rappelle le capital humain, etc. Enfin, je vous renvoie à toute la littérature qui existe et qui n'est pas qu'un 20 mots, hein, RSE. Hein. Bon, bref, donc, encore une fois, je dis, c'est très sympa de passer des siècles sur les 35 heures. De ce côté-là, on a un petit côté un peu folklore dans le monde, et notamment, pas tellement, enfin, les États-Unis, c'est pas qu'ils travaillent 90 heures semaine, hein, c'est simplement que, voilà, il y a un pli. Par exemple, en Suisse, c'est pas très loin, il y a une armée de Français qui vont travailler en Suisse, c'est 42 heures la dose, hein. 42 heures, vous êtes bien payé hein, pour 42 heures, parce que le salaire sont plus importants. Mais c'est 42 heures, et point à la ligne, ça ne se discute même pas. Et nous, on est là à se demander si 35 heures, mais en variation, selon que c'est annualisé, en forfait jour, mais encore, il faut voir si la charge... Voilà, c'était mon commentaire totalement caustique, c'est de dire on perd du temps, pour le coup. C'est peut-être par rapport au paiement des heures supplémentaires. Oui, mais bon... Oui, là, oui, des heures supplémentaires, bon... Bah, quelqu'un, par exemple, là, c'était toute la question aussi du travail de nuit, travail de soirée pour non, mais les y a des salariés sujets, qui travaillent en simplement. Sephora ou Marionneau, ou 35 payés 35 et, comme je disais, 37 payés 35. C'est aussi un pouvoir d'achat qu'ils peuvent perdre. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. Hein. Tout existe. Mais, ce qui est formidable dans la nature humaine, c'est que tout existe. Alors, du pire au meilleur. Et cette idée que le droit peut attraper dans son filet tous les cas de figure et les plus déviants, c'est une facétie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bon sens, de bonne foi, et je rappelle que le droit du travail est une branche du droit civil. Le bonne foi, c'est un truc on ne sait plus ce que ça veut dire, à l'évidence, parce qu'il faut décrire même ce que bonne foi veut dire. Mais il y a un moment, si vous voulez, où ça va. Donc le cas de figure que j'estime extrême, c'est-à-dire pas honnête, quoi. C'est pas honnête. Très bien, mais tous les employeurs ne sont pas honnêtes, etc. Et que dire des salariés qui ont envie de travailler le dimanche? En leur dire, ah non, c'est interdit parce qu'on a dit que c'est non. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on vous dit que le bonheur, c'est de pas travailler le dimanche. Parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas capable de discerner vous seul que... Alors on dit, bon, très bien, sur les organisations syndicales qui décideront, très bien, jouons la partie, essayons de nous convaincre. Mais en tout cas, on ne peut pas à la fois dire, la loi doit serrer les boulons et viser, et vérifier tous les cas de figure, et Dieu sait qu'il y en a, d'une part. Et d'autre part, dire, non, mais c'est bien, moi je fais le pari de la confiance et on va négocier. Et bon, alors on fait quoi au bout du compte? Je rappelle, ceci n'est pas un exercice de savants et de professionnels qui vivent de cela, c'est-à-dire moi de conseils, etc., et vous d'écrire des bouquins pour les usagers, c'est de gens qui utilisent ce truc. Donc, s'ils ne comprennent pas à quoi ça sert, je dis, il y a un moment où on n'y arrive pas. En tout état de cause, ce que je suis en train de dire, je ne veux pas être prise dans l'outrance, mais je dis simplement qu'on a suffisamment de normes et de protections juridiques qui font que judiciairement, en tout cas, on est capable d'obtenir le holà à toute forme de déviance, et l'idée que le salarié, les OS, personne va devant le juge, je crois que c'est une vue de l'esprit, vu notre activité et notre débordement à cet égard, donc je ne suis pas inquiète là-dessus. Je suis plus inquiète sur le thème, quel est le message? Et quelle mouche a piqué le gouvernement d'aller ouvrir la boîte de Pandore les 35 heures? On avait réussi à plus en parler, dis donc. On était presque tranquille, c'est-à-dire qu'on avait juste, au prud'homme, des heures sup, bon, c'était... Mais on ne parlait plus de ça, c'est-à-dire qu'on était déjà dans la partie d'après, comment construire l'entreprise de demain, quoi faire, etc. Et ben voilà, on a réouvert le truc, on est au retour vers le futur, 1995-96, c'est parti, et on est là à discuter, mais non c'est bien, mais non ça fait mal. Total, c'est encore une fois la vision doloriste du travail qui gagne, et ça me fait de la peine pour vous autres, parce que 5 millions de chômeurs, ok, donc l'objectif c'est d'avoir un emploi super, ils arrivent au bord de l'emploi le cas échéant, on leur dit attention au travail, pas trop au travail. Attention au travail, pénibilité, oula, travail, etc. Non, là j'exagère un peu, je force le trait, mais ce que je veux dire c'est que quand est-ce qu'on va dire que le travailler c'est chouette, que c'est chouette en soi, et qu'après on voit les excès, les machins, mais d'abord donnons du travail, d'abord trouvons-en, d'abord créons-en, et après on verra, et en même temps on voit comment, mais d'abord de dire, il y aura un travail, un truc à distance dont il faut se dire qu'au-delà de 35 c'est suspect, voilà, c'est mon petit coup de gueule, parce que je trouve qu'on s'étiole dans la lecture de ce truc illisible. Je vous invite à lire je ne sais pas si vous avez réussi, moi j'ai pas réussi en entier, des morceaux seulement. Eh bien c'est pas lisible, voilà. Et sur les 35 heures, je rappelle que les entreprises doivent pouvoir l'utiliser et pas uniquement les avocats férus de cette partie. Bon, j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Je ne rajoute rien là-dessus. Peut-être votre position sur le temps de travail et le rôle du projet de loi, est-ce qu'il vient clarifier les choses ou est-ce qu'il complexifie les choses? D'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu le cas. Il faut répondre. Je suis pas certain que ça simplifie énormément. Cela étant,
je tiens à dire, parce que dans la ligne de ce que disait Emmanuel, c'est que on a eu le sentiment depuis plusieurs années qu'effectivement, cette loi des 35 heures a eu un inconvénient majeur, c'est de créer l'idée que le travail est quelque chose qui est forcément de la douleur et qu'il faut le cantonner. Écoutez, moi j'adore mon job, j'ai toujours travaillé énormément, peut-être un petit peu moins maintenant, mais enfin, j'ai toujours travaillé énormément et ça ne m'a jamais posé de problème. Et je pense qu'il y a une approche là aussi psychologique qui n'a pas été très bonne. Bon, cela dit, on n'est pas ici pour faire que de la sociologie, mais je tenais à le dire et je tiens à le dire parce que c'est un problème que j'ai rencontré assez fréquemment en défendant des cabinets d'avocats qui aujourd'hui font face à cette difficulté-là, car il y a un certain nombre de contentieux qui existent venant de collaborateurs qui soit demandent la reconversion de leur contrat de contrat de collaboration libérale en contrat de salarié, soit parce qu'ils sont salariés estiment qu'ils ont travaillé de façon excessive. Eh bien, nous sommes dans un métier où si on ne travaille pas énormément, on n'y arrive pas. Puis, vous pouvez bâtir toutes les normes, tout ce que vous voulez. De toute façon, si vous avez un voisin qui bosse plus que vous, à égalité de moyens, eh bien, il vous battra. Et s'il vous bat, ça veut dire que le client que vous aimez bien, c'est lui qui va le piquer et que plus tard, vous n'aurez pas le client. Voilà. C'est un peu brutal comme approche, mais je tiens à dire que c'est quelque chose que l'on vit réellement. Et je sais qu'il y a des abus, je sais qu'il y a des excès, c'est vrai. Et ça, il faut qu'il y ait des limitations à ça, mais je doute que l'on puisse fonctionner uniquement par quantification du travail et de dire à partir de telle heure, c'est plus possible. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis moi, je vais vous dire, il nous est arrivé tous dans notre métier de passer des nuits, des week-ends, quelquefois sur des dossiers. C'est pas très marrant pour l'environnement familial. Là, je comprends que la famille puisse se plaindre, mais que nous, on s'en plaigne, non. Parce qu'en fait, c'est mon expression, mais on prend notre pied à faire ce métier-là, et on va quelquefois y passer, et on se fiche complètement de se dire, ah ben, ça va faire une journée de vacances en moins, c'est pas grave, si on a le dossier, il nous plaît, il nous intéresse, il nous passionne, et on est content comme ça. Bon, cela étant, j'en reviens plus au thème du sujet, qui est de savoir, est-ce que aujourd'hui, la loi telle que je la pressens, enfin, peut-être qu'on peut la deviner aujourd'hui, va simplifier ou limiter l'effet de 35 heures. Bon, je crois que Emmanuel vous a suffisamment dit que la notion de 35 heures, c'est quand même une notion qui avait assez largement disparu. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va y avoir en matière de durée du travail des aménagements qui sont possibles, et ces aménagements vont se faire grâce à des accords d'entreprise. Et ça, c'est un point qui sont des accords d'entreprise majoritaires. Je dépasse peut-être la frontière de la question, mais effectivement, vous avez raison, c'est difficile de parler de durée du travail sans parler des accords majoritaires. Qu'est-ce que c'est que ces accords majoritaires? Quel est le problème? La négociation collective, c'est la négociation, habituellement, entre le patronat d'un côté, les partenaires sociaux de l'autre. Ce n'est pas faire injure aux organisations syndicales que de dire qu'elles sont peu reconnues comme représentatives en France. Ce n'est pas faire injure aux organisations syndicales de dire qu'il y a peu de votants. Je n'ai plus en mémoire les statistiques, mais elles sont très faibles. Et qu'il y a eu un moment où on a assisté à une déformation du système. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, on avait un peu l'impression que d'un côté, il y avait les partenaires sociaux qui faisaient leur cuisine ensemble, ça discute, ça passe des accords, ça va. Et puis de l'autre côté, il y a un chef d'entreprise qui essaie de mener sa baraque et des salariés qui bossent. Et c'est tellement vrai qu'on a inventé dans les entreprises des directeurs des relations sociales, qui est un job extrêmement difficile, mais quelquefois on a eu l'impression, je ne sais pas si Emmanuel a eu le même sentiment, mais dans un certain nombre de dossiers, qu'il y avait deux mondes complètement différents. Il y avait le monde réel de l'entreprise, ça bossait, le chef d'entreprise qui se prend la tête pour savoir comment il va faire mener son affaire, et puis de l'autre côté, il y a un directeur des relations sociales, un DRH, enfin appeler ça, il y a des appellations qui peuvent être
différentes, et avec des organisations syndicales qui sont un peu devenues des fonctionnaires et qui discutaient et qui eux aussi menaient leur chemin. Et je crois qu'il y a eu un problème de représentativité, c'est-à-dire le sentiment que finalement ces organisations syndicales ne représentaient pas vraiment les salariés. Et là, il y a eu une vraie évolution lorsqu'on a déjà inventé ce qu'on a appelé la réforme de la négociation collective, qui grosso modo consiste à dire, eh bien, pour mesurer la possibilité de négocier et de passer un accord, on va pas simplement se contenter, comme la loi le disait jusqu'à présent, de savoir si on fait partie des grandes centrales syndicales, si on a eu un comportement correct pendant la libération, etc. Mais c'était le texte de la loi, c'est pas une plaisanterie, mais on va s'intéresser de savoir si c'est une réelle représentativité. Et vous savez que maintenant, aujourd'hui, avant que la loi ne soit votée, les accords d'entreprise, pour la plupart, doivent être signés par des organisations qui ont obtenu, regroupé 30% des voix au niveau aux dernières élections. C'est-à-dire qu'on commence à rechercher si vraiment ces gens-là représentent. Et c'est un vrai progrès. Et on a pu, grâce à cette évolution d'ailleurs, un peu assainir, améliorer en tous les cas la représentation du personnel dans les entreprises en disant il faut qu'on ait vraiment des gens qui représentent leurs collègues et pas des gens qui sont des institutionnels et qui se protègent de par ce biais-là. Donc c'est un réel progrès. Vous avez dans la loi El Khomri une accentuation de ça, puisqu'on vient dire maintenant que ce n'est plus 30%, mais ça va être des accords majoritaires purs et simples, c'est-à-dire il faudra que les organisations en question puissent justifier avoir 50%. Si elles ne l'ont pas, alors il y a quand même un rattrapage possible. C'est que puisque vous n'avez pas été suffisamment représentatif au moment des élections, on donne quand même une possibilité, c'est d'aller vers le référendum. Mais c'est quand même la même idée en général. Derrière ce référendum, il y a bien l'idée de chercher une réalité de la représentativité. Et ça, c'est une évolution moi, qui me paraît vraiment, vraiment intéressante. Et le référendum est quelque chose d'intéressant parce que il va permettre de passer des accords dans des entreprises où, pour une raison ou une autre, les salariés n'étaient pas forcément très enclins à voter pour des organisations syndicales. Et donc, on a donné beaucoup d'importance à ces accords en matière de durée du travail, on ne va pas rentrer dans le détail, mais à une possibilité des arrangements en matière de durée du travail grâce à la signature de ce type d'accord. Alors, n'exagérons rien non plus, là aussi, on a cité, Emmanuel citait tout à l'heure le cas de la possibilité de faire travailler 60 heures pendant tant de semaines, etc. Bon, faut écouter tout ça, ça va arriver quand si vous êtes salarié dans une entreprise, si vous rentrez dans un grand groupe demain, ça vous arrivera peut-être 3 fois dans votre vie, on ne sait rien, 4 fois. Ça ne me paraît pas... C'est vrai que quelquefois, à vouloir donner trop de liberté, on finit par caricaturer un texte. C'est peut-être ce problème-là. Mais enfin, cela mis à part, je crois qu'on va avoir, au travers de cette loi, une certaine liberté pour l'entreprise d'organiser sa durée du travail. Alors ça pose quand même un problème de société, vous savez, cette notion des accords d'entreprise. Parce que certains vont vous dire, mais finalement, il y a des entreprises où les gens sont mal défendus, et alors eux, ils n'auront pas telle ou telle possibilité. Alors que dans d'autres entreprises, parce qu'ils sont représentés, parce qu'ils dépendent d'une branche qui elle-même a pris des mesures favorables, ils auront tel ou tel avantage. On peut avoir chacun son opinion là-dessus. Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise elle-même qu'on doit organiser les choses? Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise elle-même que l'on doit organiser les droits des salariés? Ou est-ce que c'est en priorité au niveau de la branche? Bon, chacun a son idée sur le sujet. Personnellement, en tous les cas, je suis content de voir que c'est un point qui est peu abordé,
mais quand même important. On est en train de limiter le nombre de branches. Je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années, on devrait descendre à une centaine. Non, 200 dans un premier dans temps, et 100... 100... Ah non, c'est abandonné. Bon, non, c'est pas abandonné, mais c'est dans 3 ans, 200 branches. 200 branches dans 3 ans. Alors, on vous Non. citera un certain nombre de branches, effectivement, qui étaient purement folkloriques Mais ça organise le pouvoir. Mais ça organise. C'est pas fait de main. Et il y a beaucoup qui aimaient, vous savez, ça faisait beaucoup de syndicats, ça faisait beaucoup de présidents, ça faisait beaucoup de vice-présidents, ça faisait beaucoup de gueuletons. Et bon, voilà. Non mais vous savez, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Quand vous voyez les systèmes de caisses de retraite en France, c'est hallucinant. Le nombre de caisses de retraite qu'on a pu inventer, et chacun tient à ça. Alors que c'est dans un domaine de la prévoyance où tout le monde, tout économiste qui se respecte, vous expliquera qu'il faut au contraire toujours chercher la masse et tout, que la sécurité passe par le grand nombre, et bien néanmoins, on a un système qui est complètement éclaté, qui a été très éclaté. Mais voilà. Mais ce problème de branche est très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures du projet de loi qui ne sont pas mises en avant, dont la restructuration des branches, et ça rejoint la durée du travail, c'est-à-dire qu'il y a des mesures, la branche a verrouillé par exemple le taux de majoration d'heures supplémentaires, ils ont fixé un taux de majoration d'heures supplémentaires, et après ils ont laissé, ils ont pu négocier. Et en fait, le taux de majoration d'heures supplémentaires, un accord d'entreprise ne peut pas prévoir un taux inférieur, ou ne peut pas négocier parce que c'est verrouillé au niveau des branches. Et c'est verrouillé au niveau des branches parce que pendant 15 ans, ils ne négocient pas. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et comme je disais, il y a eu beaucoup de raccourcis par rapport à ce projet de loi. Il y a une question tout au début par rapport aux droits des salariés. C'est vrai qu'on parle beaucoup de licenciement économique. On parle beaucoup de la durée du travail. Enfin, est-ce que c'est la fin des 35 heures ? Je pense que c'est vraiment... c'est pas une bonne question. Enfin, c'est pas vous, mais c'est pas une bonne question. C'est qu'est-ce qui est possible de faire ? On va donner la main aux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise pour négocier sur plusieurs sujets. Et ça a été déjà initié avec la loi du 4 mai 2004 et avec celle du 20 août 2008. C'est pas sorti d'un chapeau comme ça en disant bah tiens, on va donner le pouvoir aux accords d'entreprise. Donc en fait, on étend les possibilités de négocier au niveau des entreprises. Et ça sera des dispositions peut-être moins favorables par rapport à la branche. Alors on revient au 4e thème par rapport au principe de faveur, ou aussi plus favorables. Il ne faut pas se dire dès le début, ça va être à chaque fois des dispositions moins favorables par rapport aux salariés. Et on parle donc, comme je disais, par rapport au licenciement, il y a une mesure qui est passée à l'AS et c'est pas mis en avant, c'est le CPA, le compte personnel d'activité. On parle... sauf que c'est juste parce qu'on parle, comme c'était la question, le Code du travail est-il encore un outil de protection des droits des salariés ? Alors moi je pense que personnellement oui, mais que comme le monde du travail a évolué, les droits de protection ont évolué aussi. C'est-à-dire, et c'est pas nouveau cette idée, c'est depuis les années 90, on a dit tiens, on va lier les protections non plus à l'emploi, mais à la personne. Et en fait, c'est les partenaires sociaux, alors que je ne me trompe pas, le 11 janvier 2013, l'ANI Sécurisation de l'Emploi, donc c'est les partenaires sociaux, qui ont signé donc l'ANI, qui porte sur la portabilité des droits. Couverture complémentaire santé pour tous. Après portabilité des frais de santé prévoyance. Ils ont aussi prévu des droits rechargeables à l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on acquiert des droits, on retrouve un emploi, on se retrouve au chômage, et le reliquat va nous servir à acquérir soit des droits qu'on avait d'avant ou à acquérir de nouveaux droits. Ensuite, il y a aussi la création d'un compte personnel de formation. Donc le compte, il y a aussi le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ça, je me doute que... Et tout ça va être réuni dans le CPA. L'autre nouveauté du CPA qui va être effective le 1er janvier 2007, et ça je trouve... Non mais dit comme ça, oui. Oui, non mais oui. Mais alors, non, par contre, ce que je trouve innovant par rapport au CPA, après on verra en pratique, c'est que si vous regardez l'intitulé de la loi,
sais, alors que je le retrouve Ils sont parce très que forts, ils sont très forts, mais il y a, et je ne vais pas le retrouver. Ben non, il y a d'un côté liberté et protection de l'autre. Oui, Voilà, c'est mais toujours comme d'hab, hein, c'est tatata protection et tatata. pas des salariés, des actifs. Et le CPA, en fait, et là je trouve où on crée vraiment un nouveau modèle social. Et c'est pas la première base, cette loi. Il y a eu d'autres réformes, et comme on disait, négociation collective. La négociation collective, il y a une réforme en France qui a été faite, qui est, moi je trouve, remarquable. La représentativité des organisations syndicales, des salariés, on n'y croyait pas, on a réussi, enfin, le gouvernement a réussi. La représentativité des organisations patronales, on va y venir aussi en 2017. Donc il y a tout un modèle social qui est créé. Et donc, je voulais dire par rapport au CPA, donc ça va être aux actifs. Donc c'est-à-dire qui les actifs? Ça ne concerne pas que les salariés, l'ensemble des actifs, y compris les agents publics et les travailleurs indépendants. Donc là, on voit bien le parcours professionnel, c'est-à-dire qu'on peut être indépendant, puis salarié, puis, alors bon, ça, je ne pense pas que ça ira dans ce sens, mais je vais prendre quand même agent de la fonction publique, et on ne perdra pas ses droits. Alors, quand on dit que ça protège les droits des salariés, moi, je pense que le nouveau modèle... Après, c'est une usine à gaz. Je sais. Alors voilà, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait une intro en disant et les nouvelles formes d'emploi, etc., et le salariat, sa taille, sa place dans le système, etc. On y est. En effet, je rigole parce que le CPA est une super idée, ils ont réussi à la pilonner. C'est pour ça que c'est drôle. Pourquoi c'est drôle? Ah non, mais c'est magnifique. Le CPA était un moyen, si on l'avait bien positionné, et si quelque part dans les pouvoirs publics, il y avait quelqu'un qui s'occupait un peu de com, au sens de com, je ne veux dire pas la com marketing, de la com puissante, c'est de dire qu'est venu le temps de dédramatiser la fin du contrat de travail à durée indéterminée dans un licenciement. Okay, l'objectif, c'est d'arrêter de se focaliser, de faire l'écroulement du monde, la dramaturgie de la fin du contrat de travail. C'est tendance maintenant. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui est sous-jacente, elle n'est pas capable de donner un plan à 20 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors vous allez dire, ah ben ça y est, c'est la double peine, c'est le salarié qui trinque. Eh bien non, enfin bien non. Formellement, oui. À l'ancienne, c'est sûr. La vie s'arrête. Chômeur. Bon, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que le seul moyen de redonner un équilibre dans ce monde qui est, encore une fois, caractérisé par la vitesse d'exécution et par la rapidité, c'est de donner le même type de moteur et de mouvement aux personnes physiques qui le composent. En d'autres termes, au lieu de se retourner vers le passé dans une démarche nostalgique d'un monde qui a disparu, je veux dire, le monde de Louis de Funès avec l'entreprise verticale, le patron fantasque et mal aimable, mais c'est normal, il parle comme ça parce que c'est son subordonné, que c'est normal qu'on lui parle comme ça, etc., jusqu'en bas. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus horizontal. D'accord? Donc, ce faisant, on est dans un mode où on s'organise comme ci, puis comme ça, etc. Et donc, il y a du disruptif, comme on dit, et la perspective de perdre son emploi à contrat à durée indéterminée est probablement plus importante désormais qu'elle n'a jamais été. Mais il faut le dire, c'est comme ça. En revanche, l'objectif que doit avoir, à mon sens, les pouvoirs publics au travers d'une loi, là pour une coup, c'est pas une espèce de négociation, c'est une vraie loi, ferait en sorte de mettre autant d'intensité dans cette fameuse rustine, cette espèce de cartable dans lequel on positionnerait les droits individuels, qui en effet seraient adossés au temps qui passe ou à autre chose qu'on appelle parfois par certains la sécurité sociale professionnelle. Je vous parlais d'Alain Supiot, par exemple, qui a développé cette idée il y a pas mal de temps déjà et qui anticipait finalement cette espèce de ramollissement du lien de subordination contre les protections pour ad vitam. Il envisageait sans doute pas par le CPA. Mais quand on voit que le CPA, qui est une excellente idée, dont on voit dans la feuille de route donnée en novembre 2015 aux uns et aux autres par le Premier ministre, où c'est super bien écrit, et personne n'est allé le relire, ne serait-ce que le relire, parce que c'est très compréhensible. C'est-à-dire de donner à chacun des personnes physiques, enfin des citoyens, des personnes, et encore une fois des actifs, qui ne sont pas des salariés, tout le monde, dans le fond des espèces de cases dans lesquelles on charge ou on recharge des droits de manière à ce que, 1, je les vois, 2, je sais les lire, 3, je sais les mobiliser pour faire quelque chose. Et quand je vois, et là vraiment je le dis presque de manière grinçante et très attristée, que finalement, ils n'arrivent même plus à communiquer sur le CPA parce que dedans, il y a pêle-mêle, premier truc, le compte pénibilité. Alors, histoire de commencer la vie pour vous, jeunes, le premier machin qu'on va mettre dedans, la pénibilité. Voilà un droit nouveau. De quoi on parle? Une seconde, avant d'être pénible, déjà, donnez-moi accès au boulot. Bon. Confère ce que j'ai dit. Bon, point 1. Donc, allez caractériser ce truc très important en mettant pénibilité d'un côté, CPF qui a 1 an, c'est-à-dire que l'encre n'est pas sèche encore, on ne sait même pas comment ça tourne, que déjà on vous le met dedans et on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis, tenez-vous bien, l'engagement citoyen qui vient comme une choucroute garnie dans l'affaire.
l'engagement citoyen, c'est très beau, hein, l'engagement citoyen. Et de dire, oh non, on ne va pas mettre dedans. Moi, j'avais pensé à des trucs à mettre dedans. C'est-à-dire que je critique, c'est entendu, mais il faut quand même réfléchir. On pouvait mettre effectivement tous les comptes personnels dont on est si friand. Vous savez, l'individualisation de la société, etc. Mais le compte épargne-temps, quand il existe, il faut le mettre dedans. Le compte personnel, enfin le compte individuel de PE, PERCO, parce que c'est ce à quoi les Français sont le plus inquiets. Je rappelle que la France est un des pays les plus inquiets au monde et les plus pessimistes. Sur les avoirs des PE et des PERCO qui sont très importants, ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est des sommes importantes qu'on verrait sous le nez et dont on pourrait avoir le droit, si la loi changeait un tout petit peu, il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz, pour en créer de nouveaux usages, et notamment l'engagement citoyen, parce que les Français sont un des premiers mondiaux aussi à s'investir dans des causes nationales ou internationales avec ce genre de destinée. Donc c'est très bien, c'est un vrai sous-jacent. Mais si on disait au moins que ça servait pour de vrai à la formation professionnelle, mot entre parenthèses, pilonné, parce que chacun dit oui, formation, alors les 500 000 d'un côté, les 500 de l'autre, enfin on a toujours des chiffres faramineux, mais total, les 34 milliards d'euros par an n'atteignent pas l'objectif, donc c'est vraiment à se taper le derrière sur le sol, c'est quand même inacceptable. L'objectif, c'est que les gens effectivement se forment. Alors on dit, c'est magique, une fois que je dis que se forme, c'est bon, je peux partir, je me suis déculpabilisé, tout va bien. Non, se forme pour de vrai, j'explique, ça veut dire travailler, se mettre au boulot, apprendre quelque chose, etc. Et apprendre une formation, et surtout s'en occuper, et surtout donner de bonnes formations utiles, pas la formation inutile qui n'existe plus, le métier est déjà... Et donc l'idée, c'est d'adapter, et surtout, pour que ça marche, car ce qui n'a de valeur n'a de valeur que ce que je paye, partiellement. Je crois fondamentalement au système du co-investissement en matière de formation professionnelle. C'est-à-dire que si je ne paye pas un bout avec mes sous, l'usage partiel peut-être du PE, mais si je ne paye pas un peu ce qui m'intéresse, ce qui m'attire comme une formation, ce qui m'attire comme projection, ça n'a pas de valeur. Ça a moins de valeur. Demandez à n'importe quel psy que c'est pas gratuit, hein, et c'est plutôt cher que pas cher. C'est un peu l'idée. Donc en tout cas, renforcer le CPA, c'était le baume à cette idée prégnante, et j'en aurais terminé, un dernier point, sur la bataille des mots que le gouvernement a perdu dans cette affaire Khomri. Elle a perdu la bataille des mots. On a opposé, comme autant de piques, le mot précarité, précarisation, c'est-à-dire l'acte de vouloir précariser encore plus, c'est pire, hein, c'est de le faire à dessein. Eh bien, ce mot est un mot qui a un pouvoir absorbant et anxiogène total, qui fait qu'il pétrifie, j'allais dire, l'interlocuteur, et qu'on est dans une situation où on est dans l'impossibilité psychologique d'en sortir, pour montrer à quel point on n'est pas dans cette perspective-là. Mais dès lors qu'on balade El Khomri la loi avec à côté le mot précarité ou précarisation, je veux dire, c'est cuit comme la romaine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais non, non, pas précaire, mais pas tant que ça, mais un petit peu. Enfin, on est dans l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? La précarisation, vous voulez que je vous dise un scoop? C'est le monde dans lequel on vit. Vous allez rire, tout est précaire. L'activité économique, les entreprises, les États, ça c'est un truc neuf quand même. La dette souveraine, c'est quand même quelque chose qui devrait nous interpeller. Et les personnes physiques, oui, tout le monde est dans une situation dite précaire. Maintenant, il faut donner les bonnes protections à pareille situation, qui n'est pas la même que dans les années 70, avant la crise du pétrole. Merci, on va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à un de nos intervenants? Non, personne. Bon, on a tout réglé. Il faut se lancer. Quelqu'un, une question? Non. Alors, la deuxième question. Oui, la deuxième question. Est-ce que quelqu'un a une deuxième question? Non. Je vais vous demander une... Oh là là. Allez-y. Parlez fort parce que vous êtes là. Est-ce que vous ne pensez pas que parler de transformation de l'économie, que les métiers qu'on a connus avant vont changer, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une utopie, qu'au final l'industrie c'est quand même super important et qu'on ne pourra jamais la remplacer, et que c'est pour ça que quand même le modèle ancien que représente le travail restera quand même d'actualité, pas forcément tout non plus? Alors là-dessus, je crois que vous avez raison de dire qu'on repart vers une certaine industrialisation. Et il m'est arrivé même au sein de mon cabinet de leur dire, attendez, il faut s'intéresser à tout le problème de la réglementation du travail et à la réglementation de la sécurité, parce que il y a bien un moment, il faut quand même produire. Et donc, vous avez raison, je pense, pour dire qu'il restera de toute façon une nécessité d'une certaine organisation du travail, comme on l'avait un peu imaginé autrefois.
Mais néanmoins, je pense qu'il y a une évolution. Il y aura une évolution qui va être automatique, c'est-à-dire que je pense que la société a une certaine influence et que si vous avez la majorité du pays qui commence à travailler de façon plus, disons, plus souple, mais ça ne veut pas dire moins intensive, mais ce dont des critères beaucoup moins rigides, des contraintes de temps qui ne sont plus les mêmes, et des modalités, puisque le travail nomade, etc., c'est une vraie réalité. C'est si vrai d'ailleurs que la loi El Khomri préconise le droit à la déconnexion parce que ça devient quelque chose de nécessaire. Je pense que cette évolution-là, on la retrouvera aussi quand même dans les usines, peut-être de façon différente et plus souple, mais je ne serais pas étonné. Enfin, je ne veux pas être devin, mais votre question m'a tout de suite interpellé parce qu'effectivement, je fais partie des gens qui sont persuadés qu'à un moment donné, l'entreprise va redevenir en partie industrielle. Je profite de cette réflexion pour revenir sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure et moi qui me frappe beaucoup parce que ça à mon avis, ça doit vous concerner vraiment. Quand on dit qu'on arrive à un monde de précarité, c'est vrai. Et elle a raison de dire qu'il ne faut pas dramatiser cette situation. Moi, je suis convaincu, j'ai quand même une idée un peu de la vie que vous avez pour avoir des enfants qui sont un petit peu plus âgés que vous ne l'êtes, mais enfin, pas si loin que ça, que vous allez avoir une existence qui est très différente. C'est-à-dire, moi, être entré au barreau à 23 ans et avoir 66 ans aujourd'hui toujours au barreau, c'est un schéma qui probablement existera beaucoup moins. Parce que, et ce serait une bonne chose, l'avocat deviendra magistrat, le magistrat aura changé, fera peut-être un travail dans la fonction publique, on essaiera d'utiliser ses connaissances, et puis il ira retourner dans l'entreprise, et puis etc. Je pense que c'est une tendance en tous les cas. Et donc il ne faut pas dramatiser ce phénomène-là, et il faut au contraire trouver les moyens, pas que je les connais, de faciliter ces transferts et ces changements-là. Parce qu'on a une perte de valeur aussi. Ça m'a toujours étonné. Le coup des magistrats, ça m'a toujours surpris. Si vous rentrez, vous passez le concours de la magistrature à 22 ans, 23 ans, et vous finissez à 65, 67, 69 ans, selon le nombre d'enfants que vous avez. Toujours, c'est vrai, toujours dans cette même carrière. Après tout, on se dit, mais pourquoi? Alors, il y a eu des évolutions, il y a eu un peu, mais c'est assez lent. Et je crois que ça, c'est quand même en train de beaucoup changer. Quand vous regardez les jeunes de votre génération qui partent aux États-Unis, vous avez sûrement des tas de copains qui sont... copains et copines qui sont aujourd'hui des expatriés. Enfin, quand je vois la génération précisément de mes enfants, sur 3 enfants, j'en ai 2 à l'étranger. Bon, et c'est un chiffre absolument d'une banalité complète. C'est la moyenne du bourgeois français parisien. Il a 3 enfants et il y en a 2 à l'étranger. C'est à peu près ça. Et c'est toujours dans les mêmes endroits. D'ailleurs, c'est à Genève, c'est à Londres, c'est à New York et quelquefois en Asie. Mais écoutez ce qu'ils vous racontent et écoutez comment ça se passe à l'étranger. Vous avez beaucoup plus de changements de job. Quand on perd son job aux États-Unis, on en retrouve un, mais il faut que la vie le permette, il faut qu'aussi la réglementation le facilite. Alors, il y a évidemment ce formidable sac à dos du CPA où on va balader tous ses droits d'un point à l'autre. Quand Emmanuel et quand vous expliquiez tout ce qu'il y avait dans le sac à dos, c'est vrai que ça fait peur. Sauf que pour nous, avocats en droit social, on peut se dire ça va faire encore du boulot, parce que quand il faut expliquer à l'entreprise les droits que son salarié apporte avec lui, c'est assez inquiétant aussi, parce que j'ai peur qu'à force, ça paralyse aussi l'entreprise. Mais bon. Mais en tous les cas, il y aura du travail de ce côté-là. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, c'est un message que j'essaie de vous faire passer. Je ne sais pas, je vois le vieux con qui fait la morale, mais franchement, gardez de l'optimisme. D'abord, dans le boulot, on s'éclate. Première chose, il faut le savoir. Deux, du travail. Ceux qui veulent vraiment bosser ont quand même
faut pas jeter la pierre, bien entendu. Il y a des situations qui sont très difficiles. Mais quand même, quand on a la foi et tout, ça facilite un peu. Et 3, c'est vrai que vous allez avoir un monde plus précaire. C'est vrai que vous allez être amené à changer, à vous adapter, à bouger, à changer, parce que vous aurez aussi un conjoint qui lui aussi se baladera, changera de pays, etc. Et que c'est vrai que vous êtes une génération avec un rayonnement international beaucoup plus important que la nôtre, et que les mariages mixtes sont beaucoup plus nombreux, que les études à l'étranger ont amené beaucoup de gens à travailler en dehors de France. Tout ça est une évolution. Eh bien, nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre fameux code du travail, pour lequel qui a quand même le grand mérite de nous avoir réunis ce soir, eh bien, puisse évoluer lui aussi pour que il ne vous empêche pas de trouver de l'emploi, mais qu'au contraire, il vous favorise, donne une certaine souplesse, ce qui ne veut pas dire, enfin vraiment, ne tombons pas dans les schémas réducteurs, qu'il ne faut pas protéger un certain nombre, il faut pouvoir contrôler et mesurer tout ça. Mais enfin, tout ça, c'est pour vous dire, et je vais prendre la parole parce que je monopolise, oui. Mais que soyez confiants, la vie, elle est belle. Vous avez une vie exaltante devant vous. Exaltante. Moi, je voudrais revenir sur la question sur l'industrie, parce que je trouve que votre question est une intuition très, très bonne. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'entreprise industrielle de demain n'aura rien à voir avec l'entreprise industrielle telle qu'on a pu la décrire dans nos discussions. Y compris les règles de la production industrielle sont en mutation profonde. C'est peut-être le secteur qui connaît les plus profondes mutations. Donc l'entreprise industrielle intégrée, si vous voulez, elle est en voie de disparition. Et si l'entreprise industrielle a un avenir dans un pays comme la France, c'est de s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de valeur internationales, dans lesquelles un pays comme la France, qui aura toujours un droit du travail plus protecteur que la moyenne mondiale, qui aura toujours un coût du travail plus élevé que la moyenne mondiale, saura se positionner sur les bons créneaux qui sont les plus rémunérateurs en termes de valeur industrielle, c'est-à-dire la recherche-développement en amont, et puis le marketing ou la promotion en aval. Donc c'est véritablement ça la mutation économique qu'un pays comme la France doit réussir. Et par rapport à l'optimisme qui transparaissait de l'intervention précédente, je ne peux que renchérir en disant que la vie est belle, voilà, même si elle est parfois un peu précaire. Il ne faut pas courir derrière de vieilles chimères. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui, une autre question. Oui, j'aurais voulu savoir, je vais revenir sur l'accord d'entreprise pour la préservation ou le développement de l'emploi. Est-ce qu'il y a une durée d'application limitée, ou est-ce que l'accord il a vocation à s'appliquer de manière perpétuelle ? Alors, de toute manière, maintenant, tous les accords ont une durée déterminée. C'est ce que, vraiment, on fait une réforme complète de la négociation collective où on veut créer en France une culture de la négociation collective. Après, sur cette disposition, le projet de loi est vraiment très sommaire. Et même dans l'étude d'impact, parce que par exemple, les accords de maintien de l'emploi, on devait maintenir de l'emploi et l'employeur devait écrire ses engagements. Donc maintenir l'emploi pendant X années. Et là, il n'y a rien du tout pour l'instant. Donc c'est vraiment une notion encore assez large, enfin assez floue. Mais par contre, sur la négociation collective, maintenant les durées d'accord seront de 5 ans. On veut imposer aussi des préambules dans les accords d'entreprise. Alors là, il y a toute la loyauté de la négociation. On donne plus de domaines ouverts à la négociation au niveau de l'entreprise, et on veut qu'il y ait vraiment une culture. Et ça, c'est depuis qu'il y a eu la réforme de la représentativité, où on estime, où les organisations syndicales, salariées et patronales ont un poids, et donc maintenant on leur donne la main. C'est un pari que le gouvernement fait, mais qui n'est pas nouveau, parce qu'il y a les PSE. Les PSE maintenant sont négociés. Personne n'y croyait. Alors, je ne vais pas dire ça marche, parce que c'est horrible de dire les PSE ça marche, mais si, ça marche, c'est génial. Mais si, mais oui. Mais pourquoi cette ère ça marche, heureusement, parce qu'on se met d'accord et on négocie. Ouais. Et on négocie le bout de gras, et pour en avoir vécu quelques-uns,
Non, faut pas dire ça. Il faut pas dire que on Non, peut non, pas c'est parce dire que que je c'est dis PSE, terrible. non. Ben oui, mais Parce que- PSE, PSE, c'est le bon pour après, c'est la formation. Je rappelle que PSE, c'est pas le chèque. Hein. Je veux dire, cette idée que PSE, ça veut dire le pognon au-dessus de l'ICL, enfin de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Moi, je suis les deux pieds. Alors Dieu sait que je m'occupe des patrons, hein, mais moi je dis non. C'est pas le chèque qu'il faut donner. Il faut scoltiner l'objectif que j'ai avec telle catégorie de salariés qui, hélas, ne peuvent plus rester, etc., mais qui doivent poursuivre, alors on a tué ce mot là encore, leur employabilité à quelque chose d'intelligent, d'utile, etc. Et le travail n'est pas une option, même dans un PSE. Alors ça, je peux vous dire, je me fais des potes partout, parce que, je veux dire, il faut dire, oui, le PSE, c'est assumé, c'est pas un truc honteux, c'est la vie de l'entreprise, c'est vital, même pour l'entreprise. Et je vais vous dire, je vais aller encore plus loin que ça. Il faut intégrer le critère de la mobilité dans les fameuses politiques de talent et de management, sans fin sans fond. On a des mots merveilleux pour dire, nous autres, dans telle entreprise, nous avons des procédures, des règles, des machins, des programmes pour les high potes, les super tops, les mini tops, les jeunes pousses, les vieilles pousses, enfin tout le monde. Très bien. Intégrer la mobilité, par exemple, valoriser le fait de partir pour revenir, ou pas, ou autrement. Mais la mobilité, c'est la clé. La mobilité, on la tue aussi. Pourquoi ? Parce qu'on la sort quand ? Dans le PSE. Voilà, dans le PSE, on va vous proposer d'aller à Guéret, à machin, un truc. Et quand est-ce que vous ne l'avez pas fait, la mobilité, avant ? Pourquoi vous n'avez pas ? C'est la faute des entreprises. Et Dieu sait que je les défends. Elles n'ont pas intégré les choses qu'il fallait pour pouvoir dire le jour où ça ne marche plus pour des tas de raisons qui sont multiples, eh ben on va faire autrement. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle ? Vous avez votre cartable à dos, on vous a appris les tas de boulot, vous savez faire les tas de trucs, vous avez l'habitude de bouger. Enfin bref. Voilà pourquoi on s'en sort pas, parce qu'on dit des mots en automatique. Moi, là, Oui. je m'emporte, c'est pas vous, Non, mais non, je veux dire, mais- on a des réflexes parce que on est là, alors voilà. Non, voilà, on a dit que le PSE, la loi, je rappelle que la LSE, la loi de sécurisation pour l'emploi de 2013, était vue comme la grande loi, une grande avancée sur. Eh bien, très bien, grande loi, grande avancée, grands accords, accords réussis, négociations réussies, grand sourire, et c'est génial. Mais à la réserve que ça ne s'agisse pas d'être une espèce de loterie nationale où le truc qui compte, c'est le chèque. Le chèque, c'est pas pour acheter une bagnole, c'est pour acheter un travail, pour travailler plus, mieux et encore, parce que c'est ça dont les gens ont besoin. On ne peut pas à la fois pleurnicher parce qu'on n'a pas de travail et de l'autre courir après le chèque valise. Il faut toujours, comme d'habitude, un peu des deux, mais pas perdre de vue que le travail n'est pas une option. Donc le PSE, c'est génial. Bon, c'est réussi. Oui. J'exagère, hein. C'est pour être sûr d'être comprise. On va s'arrêter là pour ce soir. Un grand merci à nos intervenants.